Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir, Irina, d'être avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain français avec des origines russo-ukrainiennes, le plus édité en France. En France, en Europe. En vous Europe, savez, tant de livres. 58e livre qui sort. 58e livre, c'est un livre Trump, Poutine et Ivan le Terrible. Pour moi, c'est important parce que maintenant je travaille avec les éditions Ballant. Je vais vous dire, c'est un livre au premier abord surréaliste. Surréaliste, Ivan le Terrible, loin, très loin. En réalité, il y a plusieurs aspects. Les deux premiers sont Poutine et Trump, c'est naturel parce que tout le monde en parle, etc. Ivan le Terrible, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a une affaire personnelle. Quand j'étais à Moscou, dans les années 60, même 50, j'étais dans le quartier où il y avait un des fiefs d'Ivan le Terrible. Et il y avait, vous connaissez ça, ces vieux quartiers de Moscou, pittoresques, jaunes, fuchsia, extraordinaire couleur. Et Moscou, à l'époque, elle gardait cet aspect très pittoresque et j'ai voulu rendre hommage à ça. Ça, c'est le souvenir de l'enfance. Deuxième aspect, les créateurs en Russie, ils sont souvent portés sur Eisenstein, mon ami Longin, vous avez vu. Ils ont fait toujours ça. C'était pour moi aussi logique dans la réalité. Troisième aspect que tous les dirigeants russes se réfèrent. Staline se référait sur Ivan le Terrible beaucoup de fois. Poutine, il l'a cité récemment. Il a dit qu'il est héritier de l'histoire. En fait, il dit qu'il est héritier de l'histoire longue, pour utiliser le terme de Brodel, à travers les siècles, Ivan le Terrible, Pierre le Grand, etc. Ça, c'est l'aspect, disons, superficiel. Il y a l'aspect un peu inattendu pour le public, parce qu'Ivan le Terrible, diabolisé, il est... le terrible. Non, c'est une traduction. En réalité, c'est une fausse traduction. Vous savez, parce qu'ils ont voulu diaboliser Ivan le Terrible, ils utilisaient le terme terrible. Dans la réalité, le terme, c'est plutôt redoutable. Ombrageux, tout ce qu'on veut, mais c'était une combine pour diaboliser complètement Ivan le Terrible et dans la foulée tout le reste. Mais en Occident, ils ne connaissent pas vraiment. Les Russes, ils connaissent très bien comment ça s'est passé, etc. Parce que c'est un des plus grands tsars de la Russie. C'est le fondateur, dans la réalité, de l'esprit tsariste. C'est lui qui a inventé l'esprit tsariste avec les aspects extraordinaires. Tout d'abord, les attributs, il a tout inventé. Vous savez que c'est c'est un collègue aussi. C'est peut-être, non même, sans doute, c'est un des plus écrivains de son siècle et le plus grand écrivain, sans aucune espèce de doute, parmi les monarques russes. Ça, c'est aussi cet aspect extraordinaire pour moi d'écrire. Il y a l'héritage épistolaire qu'il a laissé avec Kurbsky, toutes ces choses-là. Pour rattacher ça à Trump, à Poutine, il y a une logique imbattable, parce que lui, c'est... D'ailleurs, en Russie, aujourd'hui, ils le reconnaissent, c'est un fondateur de la géopolitique russe. Et la géopolitique, elle était prémonitoire, extraordinaire, prémonitoire. Il disait, nous sommes trop grands pour l'Occident. Et inévitablement, l'Occident, il va considérer la Russie comme son ennemi parce que c'est trop grand, trop de richesses et trop grand. Il disait que de toute manière nous serons obligés de s'orienter vers l'Asie. Parce qu'il y a une phrase extraordinaire qu'il dit que l'Occident nous méprise, l'Asie nous respecte. Il faut y aller. Il faut y aller, et ça, c'est extraordinaire. Mais il y a d'autres choses aussi que sur le plan géopolitique. Je suis trop long. Vous m'interrompez, Irina. Non, au contraire.
S'il vous plaît, parce que les vous savez, éditeurs aiment. je suis, quand je raconte les choses, ça peut durer. C'est tout le contraire. Je vous signale que mes conférences à HEC duraient 3 heures. 3 heures, pas une mouche. Laissez les gens écouter. Pour revenir, nous sommes le 9 mai, ça je dis pour nos auditeurs d'aujourd'hui. Notre vidéo va sortir un petit peu plus tard, mais on ne peut pas. C'est la journée la plus peut-être importante pour la Russie aujourd'hui. C'est la journée la plus importante. Le plus important pour moi, et j'espère bien le plus important pour vous, et je suis absolument persuadé que c'est un fondement de la civilisation russe. Carrément fondement de la civilisation russe. Vous savez, l'image, pour que vos spectateurs comprennent, c'est peut-être le défilé. Vous pensez à un défilé d'aujourd'hui, qui a réussi plutôt, le défilé là-bas, parce que c'était assez court, assez condensé, le discours était court, condensé, et puis la mise en scène, c'est la mise en scène aussi. La mise en scène, il faut être sombre. Moi, je suis professionnel de mise en scène quand même. Il fallait réussir ça, et c'est plutôt réussi. Mais au-delà de ça, vous savez, je vais vous dire, le défilé le plus important, c'est même pas le défilé d'après la victoire, quand on jette les fanions aux pieds de Staline, et puis il y a Zhukov, il y a Rokossovski, etc., les grands maréchaux. Vous savez, le défilé, pour moi, et pour tous les gens que je connaisse, les plus anti-soviétiques, vous savez, les plus anti-soviétiques, ils pleuraient ce jour-là. Vous savez, j'ai eu la chance de connaître, vous savez, les grands poètes que vous connaissez, etc. Je ne connais pas un qui n'ait pas pleuré. C'est le 7 novembre 1941. La reconstitution de Boris Godunov, la tempête de neige. Hitler, contrairement à ce qu'on racontait, était à 6 km du Kremlin. Tout semblait perdu. Staline ne quitte pas le Kremlin. Il lit, je reconstituais ça, je fais l'enquête, il lit Ivan le Terrible. Et il souligne, une fois j'étais dans sa bibliothèque, avec toute histoire pittoresque, il souligne quel professeur. Et après, si vous me permettez, vous imaginez, il y avait cet espion que tout le monde connaît, le plus grand espion que la Terre a connu, Zorge, il libère Zorge. Il libère les forces qui ont été massées du côté japonais. Et Staline a eu le temps de les transférer vers Moscou. Et après, minute par minute, vous imaginez, tout d'abord, il regarde ces gens-là qui sont venus, sont costauds, il choisit les géants, 2 mètres, 2 mètres. Il les habille dans les manteaux de fourrure blancs de la Sibérie que je recommande à toutes vos spectatrices. Et puis, il y a les vétérans, les gens qui défendent Moscou, vétérans, qui marchent à peine. 1 minute, 2 minutes. L'ambassadeur britannique qui regarde ça, la Russie, dans son langage, il écrit « La Russie est foutue, perdue ». Et seulement 7 minutes plus tard, il y a les géants, les manteaux de fourrure de la Sibérie qui entrent sur la place rouge. L'ambassadeur déchire son télégramme et il dit « La Russie va gagner la guerre ». Et après, Staline prononce ce discours au nom de, tout le monde connaît, au nom de nos saints, on se parle souvent, vous savez qu'elle a parlé, les gens ici s'en souviennent, j'espère, quand il a parlé, vous comprenez, au moment critique, pas camarades, frères et sœurs. Et pendant cet instant, je vais vous dire, la neige commence à tomber, et il dit, Dieu est avec nous, les Allemands ne peuvent pas pilonner. Au nom de nos saints, nous allons gagner la guerre. Les gens pleurent. Oh, excusez-moi, j'ai fait un aparté. C'est exactement, c'est très important ce que vous dites.
c'est plus fort que moi presque. Parce que vous savez, dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont péri sur le front. Mon père était un grand héros de la guerre et mon oncle, c'est as emblématique vraiment de là-bas, qui est plein de rues, etc. Comment vous expliquez 27 millions de soviétiques ont péri dans cette guerre civile et militaire? Et ce n'était pas que les Russes, c'était des peuples soviétiques, c'était ukrainiens, biélorusses, russes, évidemment, géorgiens, etc. D'où vient ce mépris et presque manque de respect pour ces morts? C'est pas vers Poutine, c'est plutôt vers les morts. Non, mais vous savez, c'est une longue histoire. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est le triomphe, pour les taquiner, je bats tout le record chez vos concurrents, vous savez, à la télévision française, je les taquine parfois, je dis, vous savez, vous mentez et vous croyez à vos mensonges. Vous savez, les gens prennent leur désir pour les réalités, etc. Mais je suis un vieux routier dans ce domaine et je tiens à vous dire, l'évolution, tout d'abord, il y a simplement l'esprit politiquement correct, dictature de politiquement, plaire au chef. Maintenant, j'ai connu les journalistes qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut plaire au chef, pas dans le sens. Ça, c'est le premier aspect. Mais il faut dire qu'après, il y avait une période, quand même, il ne faut pas se leurrer. Ça a commencé pendant la guerre froide. Parce que oncle Joe était aimé, après la guerre froide, il fallait diaboliser la Russie, et après la guerre en France, il y avait 90% qui considéraient que la Russie apportait le plus grand poids, disons. Contrairement à maintenant. Maintenant, on m'a dit, le dernier sondage, c'est moins de 10%. Vous comprenez, ça ne correspond à rien. Quand je dis qu'on vit dans le mensonge, c'est le mensonge historique, ça ne correspond à rien, etc. Mais ça ne passe pas, vous comprenez? Je vais vous dire, les gens attachent beaucoup de prix à mes copains dans la presse, c'est l'écume du jour, c'est le monde politique. C'est le fait que vous marchez, votre émission marche, le prouve. Parce que il y a le monde politique, il y a évidemment médiatique, et au fait les deux sont liés, parce que c'est vrai que le niveau baisse, il y a un côté incompétence, etc. Mais au-delà de ça, il y a ce désir de répéter les choses qui... Ça ne correspond à rien. D'ailleurs, pour être franc, j'utilise, Ivan le Terrible comme auparavant. Parce que quand je suis à la télévision, je suis parfois trop poli. Je ne dis pas que vous dites n'importe quoi. Je dis qu'il faut nuancer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant, on arrive à la situation quand il faut dire les choses d'une manière crue, parce que si on continue à vivre dans le monde d'illusions, dans ce cas-là, on est au bord du gouffre, on peut tomber. Alors il vaut mieux de faire ça d'une manière directe. Et j'utilise Ivan le Terrible, parce que parfois moi je ne dis pas, Ivan le Terrible il peut balancer dans le livre, il balance tout. Vous comprenez, c'est une astuce d'utiliser Ivan le Terrible comme paravent pour les choses. Mais au-delà de ça, pour être franc, c'est une longue enquête, ce que dit Poutine dans le petit comité, c'est-à-dire c'est une chose qui n'est pas... Il y a cette façade surréaliste dans ce livre, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, mais il y a derrière ça une vraie enquête sur ce qu'ils pensent. Mais je suis très touché que vous avez parlé de cet anniversaire. Je suis persuadé que s'ils veulent comprendre vraiment la Russie, il faut tout d'abord se référer sur la guerre. Et la guerre, c'est le fondement de la civilisation russe. Et là, il n'y a aucun doute. Et ce jour-là, vous me recevez ce jour-là, ça me va droit au cœur. Merci Vladimir. Pour revenir un petit peu à l'histoire, à votre carrière de diplomate, vous avez été de côté de Gorbatchev. Finalement, vous regrettez cette époque, puisque après Yeltsin, vous savez que cette époque n'est pas aimée par les Russes. J'ai quitté tout ça. Vous savez, j'ai une dette envers Yeltsin. Une dette. Vous savez, moi, ma carrière, j'ai eu 3 vies, pour que vous compreniez. Dette, pourquoi? Parce que si Yeltsin n'était pas si nul, j'ai eu tous les... Vous savez, j'aurais continué avec le truc. Vous savez comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai quitté?
je vais vous raconter mes 3 vies, mais à un moment donné, j'étais porte-parole d'un premier parti, peut-être un des premiers partis démocratiques, mouvement de réforme démocratique, et pendant l'affaire de Putsch, j'étais constamment avec Eltsine. J'ai même bu avec lui, pendant la journée fatidique, 2 bouteilles de vodka. Le matin. 2 bouteilles le matin à 6 heures. Vous connaissez que les Russes, parce qu'on devait être arrêté, tout ça c'était pittoresque. Mais bref, quand ça s'est terminé, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire? Et il a dit, je vais les nommer milliardaires. Et ça, j'ai tout compris. Franchement, quand j'étais cofondateur de ce parti, j'ai vu quand même la face cachée de financement, tout ça, ça m'a alerté, puisqu'on a voulu créer un nouveau monde avec Gorbatchev. Parce que sur Gorbatchev, on peut en parler, parce que il est plus détesté que Eltsine, Gorbatchev. Peut-être. Non, je vous assure qu'il est plus détesté, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Russes considèrent Gorbatchev comme incompétent, comme un traître, et Eltsine, ils le considèrent comme un idiot, incompétent, mais un ivrogne. Et l'ivrogne a une connotation positive en Russie, vous comprenez? Il est tout petit, même dans les mêmes sondages, etc. Mais cela dit, quand j'ai tout compris, vous savez, j'ai dit, mais je ne vais pas, on a voulu créer un nouveau monde, et au lieu de ça, on tombe sur ça. S'il n'y avait pas de ça, j'aurais continué. Je suis parti tout de suite, j'ai téléphoné à mon ami Chirac, il m'a arrangé les papiers, le passeport, et après, j'ai fait d'une manière inattendue, mais bref, 3 vies. Et après, j'ai eu une chance, je suis débarqué, Chirac m'a dit, oublie les écrivains, ils ne gagnent rien ici. J'ai dit, non, je voudrais être écrivain. Et j'ai eu un coup de bol, j'ai vendu 1 million d'exemplaires de le roman de Saint-Pétersbourg, après l'affaire était faite. Vous parlez de Chirac, je rappelle que Jacques Chirac a fondé l'association Dialogue franco-russe il y a 20 ans, c'était une autre époque pour les relations franco-russes. J'ai eu des longs rapports, 40 ans de rapports, on se voyait régulièrement. Et je dois vous dire qu'on a eu des conversations. Chirac, les gens sous-estiment jusqu'à quel point il était, je tiens à vous raconter, russophile. Je vais vous raconter. Le jour de la fin du communisme, Mitterrand, à l'époque, d'ailleurs, qui était aussi pour le dialogue entre la Russie, mais il fait une gaffe de sa vie, il soutient les putschistes. Et Chirac, qui voulait le piéger tout de suite, il me téléphone comme il me se connaissait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il téléphone sur le truc invraisemblable de l'espace. Ulysse Gosset me passe le téléphone et je le viens. Entre-temps, le putsch-chou, je lui arrange le rendez-vous avec Eltsine, etc. Et je reçois Chirac chez moi, mais pour vous donner l'indication jusqu'à quel point il est. Il parle que de la poésie pendant la soirée. Il me demande que je le ramène sur le tombeau de Pasternak. Il raconte en russe. Il traduisait, vous savez, il traduisait dans sa jeunesse, etc. C'est-à-dire les vents. Et Chirac, il était beaucoup de fois, il m'a dit, si l'Europe veut exister, 3 piliers. C'est les richesses russes, si on me permettait de commencer, les richesses spirituelles, intellectuelles, et les richesses minières, l'Allemagne avec l'industrie, et la France avec sa grande tradition, etc., de rapports qui existent, 3 piliers. Beaucoup de fois, il m'a aimé, beaucoup de gens. Vous savez, je vais vous dire, je reçois, si vous me permettez, tous les jours les indications, des gens de premier plan. Vous recevez les militaires, mais il suffit de regarder votre liste. Vous savez, c'est votre Très liste. bien de le rappeler. Votre liste, il suffit de comprendre ça. C'est une évidence. Vous voyez, et je suis devenu, par la force des choses, une sorte de trait d'union entre les pays, la compréhension. Je suis depuis longtemps parlé. Je vous dis, c'était presque pas mon choix, c'était le choix. Naturel. Non, le choix déterminé par le fait que je ne pouvais pas accepter cette période d'Helsinki, qui pour moi, peut-être avec les temps de trouble,
pour rappeler Ivan le Terrible, la pire histoire de ça. Pour Gorbatchev, je suis plus nuancé, je vais vous dire. Tout d'abord, j'étais impliqué au fait d'Eltsine aussi, mais pour Gorbatchev, c'est une autre chose. Il y a l'aspect que je tiens à vous souligner. Il y a en dehors de son personnage, les va-et-vient, et le fait qu'il était roulé, il y a une chose, il y a maintenant le choix, que nous sommes devant le choix. Il y a le choix, c'est simple. Soit on va vers l'apocalypse, vers la guerre mondiale. Je suis absolument persuadé. C'est pas du tout exclu. Parce que Trump, ça n'a rien donné. Pour l'instant, les Russes parlent tous les jours, évidemment, en secret quand même. Tous les jours, ils parlent. Tous les jours. Ils parlent avec les Américains, mais pour l'instant, ça ne donne rien, puisque les positions sont quand même, vous savez, assez éloignées. Mais si on n'arrive pas, je suis persuadé que ça peut être... Si on ne trouve pas le modus vivendi avec les Russes, je crains beaucoup pour vos enfants et surtout, je crains beaucoup pour mes petits-enfants. Je veux justement revenir à cette question qui est douloureuse pour nous tous et pour nous ici présents, c'est la guerre en Ukraine. Le président russe, à un moment donné, même lui, il a dit que c'est une guerre civile. Oui, c'est une guerre civile orchestrée quand même depuis 2014 par les Américains, et ça on le sait. 2014, c'est une façon de parler. Non, c'est une... Vous savez, je vais vous dire l'histoire de la... Je raconte ça dans le livre, je raconte ça dans les détails. Étapes, comment ça s'est passé, etc., etc. Je vais vous dire, Irina, si vous me permettez, il faut remonter à la fin du communisme. Nous étions bons avec la fin du communisme, peut-être pas aussi bons qu'on pouvait, mais quand même on a sorti de ça. Et après, il y a une période que je considère comme la période la plus désastreuse, diplomatiquement parlant, de l'histoire de l'Europe certainement, et de l'histoire peut-être de l'humanité. Vous savez, à l'époque, il y avait des choix, et je les ai tous connus. J'ai connu Reagan, j'ai connu même, vous savez, j'ai connu Biden. Et Biden, quand il n'était pas gâteux, j'ai connu Biden quand il était sénateur et spécialiste. J'étais à un moment donné spécialiste de contrôle des armes, et j'ai connu. Il y avait parmi eux les gens qui ont été, en Europe, je ne parle pas, je vous ai dit Chirac, je vous dis Mitterrand, je vous dis les Allemands, je vous dis, pour remonter, Brandt, je vous dis, il y a beaucoup de gens, mais aux États-Unis, je vais vous raconter. On termine. J'ai tout compris, mais il y avait encore choix. J'ai pensé qu'on va construire un nouveau monde, qu'il y avait une possibilité de construire ce monde sans guerre. Pourquoi Gorbatchev? Nous n'étions pas enfants de cœur. On dit quoi, Gorbatchev, mon ami Yakovlev, qu'il était vendu à la CIA, des conneries. Excusez-moi le mot. Des bêtises. Des bêtises. Parce que ça ne correspond, je vous dis, je connais toutes les faces cachées des filières, qui a été acheté, qui n'était pas acheté. Je vous assure, je peux vous faire un compte rendu. Mais je vous assure, ce n'est pas passé comme ça. Ça s'est passé, on a voulu, dans l'aspect de démarche de Gorbatchev, c'est la construction du monde sans guerre. Il y a une notion inévitable, c'est la notion de l'équilibre des intérêts. Au lieu de confrontation, l'équilibre des intérêts. Et s'il n'y a pas d'équilibre d'intérêts, c'est la confrontation. Et au bout, je vous garantis, un vieux diplomate que j'étais, je vous garantis qu'au bout, il y aura un apocalypse. C'est le principe de la sécurité indivisible. Indivisible, bien sûr, ça on peut dire exactement ce que vous dites, etc. Et ça appartient à cette époque-là. Mais pour revenir, pourquoi je dis que ça a commencé comme ça? J'ai un ami, on peut dire que, encore une fois, je travaille quand même avec les gens qui sont diabolisés. Je vous ai cité Yakovlev, le plus diabolisé en Russie. Il y a quelqu'un qui était diabolisé cette fois-ci par les Russes. Autrefois, que j'ai eu la chance de connaître comme écrivain, qui était mon admirateur de mes livres, pour être franc, qui est peut-être le plus grand diplomate américain du XXe siècle. C'est George Kennan. Inventeur, vous connaissez une histoire longue, inventeur, je l'ai assez bien connu, il a aimé mes livres, et vous savez ce qu'il disait? Il a dit le fait que la Russie, ça me restait dans l'oreille, le fait que la Russie n'était pas associée à l'époque à ce monde qui est sans guerre, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. George Kennan.
Regardez ce que dit Jeffrey Sachs, à l'époque, il était conseiller, etc. Regardez ce qu'ils disent les gens sensés. Vous savez, Perry, secrétaire d'État américain, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous faites élargir l'OTAN, au bout, il y aura la guerre. Au bout, il y aura la guerre. Mais après, vous dites que la crise a commencé en 2014. Pas du tout. Elle a commencé à ce moment-là, quand il y a ce... Vous savez, le niveau intellectuel de ces gens-là, je dis que ce sont les amateurs, les gens d'aujourd'hui, mais ça, ils sont souvent... Le niveau intellectuel, vraiment, ça me fait... C'est pitoyable. Et Clinton, il a essayé de nier que ça existait, l'élargissement de l'OTAN. Il a dit, les Russes sont nuls, ils ne vont pas réagir. Une fois, avec Kissinger, je vous racontais. Je dis, mais il raconte n'importe quoi. Il faut qu'il relise Tolstoï. Kissinger m'a regardé, il a dit, Vladimir, il faut qu'il lise Tolstoï. Lise Tolstoï. Ils n'ont pas lu. Vous comprenez, toutes ces choses-là, ça a commencé. Après, il y avait ce discours, tout le monde se réfère, et vous parlez souvent dans vos émissions, le discours de Poutine, ça fait 2007, n'est-ce pas? 2007 Munich, mais peut-être le plus impressionnant, 2008, quand ils ont décidé d'élargir ça. Et à ce moment-là, Poutine, il y avait, comme je ne suis pas enfant de cœur, je connais ce qu'ils disent, vraiment un petit comité, il a dit à Merkel, Poutine, il a dit c'est la guerre. 2008. Vous comprenez? Il y a les choses. Après, il y avait 14, après il y avait... vous connaissez comment ça s'est passé avec les accords de Minsk. Tout ça, c'est exactement ça. J'arrive à cette question cruciale que j'ai envie de vous poser, puisque vous avez des origines russo-ukrainiennes. Bien sûr. Moi, je suis franco-russe, je suis russe. Oui. L'Ukraine, que va-t-elle devenir? Vous savez, je suis effaré aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis effaré. J'ai pensé que... Tout d'abord, le concept, c'est simple. Dès le début, je disais, mon père était un grand Ukrainien, je suis très attaché à l'Ukraine, pour vous dire la vérité, mais j'étais toujours persuadé que l'intérêt bien compris de l'Ukraine, gaulien, c'était d'être trait d'union entre la Russie et l'Occident. Banalement, en bon ukrainien, je vais vous dire la vérité. Prendre l'argent chez les Russes, prendre l'argent chez les Occidentaux. Et bien vivre. Et bien vivre. De préférence, ne pas voler. Il ne faut pas aussi, comme je dis souvent à la télévision, il ne faut pas confondre les voleurs et les valeurs. C'est les choses comme ça. Ça, mais c'est un concept. Concept de ça. Dans ce concept, il y avait, c'était une décision. Tout est documenté, la CIA donne maintenant à New York Times, tout est publié, c'est incontestable. La décision était bien avant, qu'il faut, tout ça, c'est regarder Rand Corporation. Dans mon livre, je republie spécifiquement, quand ils ont tout prévu, qu'il faut piéger les Russes, qu'il faut créer plusieurs Russies, toutes ces choses. Oui, ce schéma-là qui est discuté tous les ans, d'ailleurs, dans différents pays. Évidemment, d'ailleurs, une bêtise de leur part, parce que c'est pour vous dire, ma femme qui s'appelle Irina, comme vous, elle est absolument persuadée qu'à la Maison Blanche, il y a une taupe qui gère l'image de marque de Poutine en Russie. Parce que plus il tape, pas sur lui, mais plus ils tapent, plus ils disent il faut créer cette Russie, 27 Russies, 37 Russies, j'ai vu la carte 37 Russies. Plus les Russes réagissent. Pourquoi il faut lire? Parce que les Russes, ils disent, attendez, c'est pas Poutine qu'ils visent, ils visent nous-mêmes, notre existence. D'où vient ça? C'est les choses comme ça. En ce qui concerne l'Ukraine, vous comprenez pourquoi aujourd'hui c'est le moment, et je considère que maintenant c'est le moment crucial, carrément maintenant, moment crucial, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous savez, depuis l'arrivée de Trump, ça n'a rien donné, en réalité, pour l'instant, en dehors de contact. Parce qu'il y avait ce plan de Kellogg, qui est un plan qui ne pouvait pas marcher.
Mais c'est un plan, en fait, dans la réalité à la coréenne. On gèle le conflit, et puis on réarme l'Ukraine, et après, mais les Russes sont jamais d'accord. Et on recommence. Les choses comme ça, plus il y a les fantasmes sur l'envoi des troupes de l'OTAN, on décale l'OTAN, c'est peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Tout ça ça n'a pas marché. Après, il y avait une tentative plus élargie, plus sophistiquée, et dans la réalité, ça continue quand même. Bitkov et Vance, je reproche d'ailleurs aux Russes, puisqu'ils ont tapé sur Vance, ils ont mal lu, parce que Vance n'a pas du tout, dans son dernier discours, il a dit qu'il faut commencer la négociation, dès maintenant. Sans attendre l'arrêt de combat, c'est-à-dire qu'il y avait une nuancée que les Russes, ils ont des exigences, ils ont lu juste la dernière phrase. Vance appartient à une autre tendance, parce que là-bas, il y a deux tendances. Il y a une tendance néoconservateur, Kellogg et la compagnie, autrefois Waltz, qui était viré, et Rubio, en partie, en une grande partie, même s'il est plus prudent, puisqu'il rêve aussi après de son destin présidentiel. Mais il y a, et de l'autre côté, Witkoff, de l'autre côté, Vance et Musk, paradoxalement, c'est-à-dire les tendances sont là. Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. Les négociations continuent. Je pense que Poutine, il voudrait garder le contact. Ils ont fait l'astuce quand même. Ils ont élargi les négociations. Les négociations sont élargies aujourd'hui. C'est-à-dire l'Ukraine, ça fait partie de négociations, mais il y a d'autres sujets. Trump, la création de tour de Trump à Moscou, l'Arctique, l'Iran, il y a beaucoup de choses, etc., où les Russes sont revenus, notamment sur l'Inde, le Pakistan, toutes ces choses, Houthi, je connais vraiment en détail, je ne vais pas vous sombrer avec tous les détails de ça, mais ils discutent ça tous les jours, c'est-à-dire les contacts sont continus. Mais là-dedans, pour l'Ukraine, la situation est dramatique, soyons très clairs. Parce que pour moi, l'alerte, vraiment l'alerte, quand il a menacé Zelensky, quand il a menacé de taper sur la place rouge, ça c'est franchement, il aurait dû tous me contacter. C'est la pire des choses, la formulation, parce que vous savez, il pensait que le chinois, vous savez ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils ont pris le téléphone en disant en anglais, vous dites à votre copain, là, il utilisait un mentor, je ne voudrais pas utiliser le terme qu'ils ont utilisé, le terme était vraiment très très grave. Et vous dites à lui qu'il se calme. Il s'est calmé, vous avez vu que c'est bien passé, etc. finalement. Mais quand même, il l'a fait. Il y a, les gens ne lisent pas assez, il y a 15 réacteurs nucléaires non sécurisés là-bas. Et il y a un rival, mais pour l'instant c'est le chef de sécurité de Zelensky, Boudanov, il a dit qu'ils sont plastiqués. Vous savez ce que ça signifie pour nous? Que Tchernobyl multiplié par 15, c'est ça. Et comme ils sont dos au mur, parce que leur existence est liée avec ça. Dans, franchement, l'existence de l'Ukraine, il y a quelqu'un qui est encore rival de l'ancien commandant en chef, Zaloujny. Il dit, les Ukrainiens ne doivent pas avoir peur, ils doivent désirer de mourir. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. On lui pose la question, regardez l'économiste. L'économiste. On pose la question, et la guerre mondiale? Je n'ai rien à foutre de la guerre mondiale. Quand les Ukrainiens sont tués, je n'ai rien. Mais vous comprenez de quoi il s'agit? Il s'agit, dans la réalité, de la fin du monde. Et la situation sur le front dramatique. Parce que l'aventure de Kursk, ça continue un tout petit peu, mais sans beaucoup de succès, il y a des énormes pertes. De côté, il y a les pertes, mais les pertes, je ne vais pas m'entrer dans les chiffres, mais vous savez, les pertes quand même en Kursk, c'est ahurissant de ce côté ukrainien. Il n'y a pas de personnel politique, c'est-à-dire dos au mur. Et dos au mur, ça signifie beaucoup de choses. Dos au mur,
il y a quelqu'un qui était pas mal d'ailleurs dans l'entourage et maintenant il est complètement diabolisé, Aristovitch, peut-être vous connaissez, puisqu'il était pas mal comme porte-parole autrefois, mais maintenant il est out, il est même donc à pas mal d'interviews, il est en Pologne. Sanctionné, même il était aux États-Unis, maintenant en Pologne. Mais le problème là-dedans, c'est que Aristovitch, il a dit, vous ne faites pas aujourd'hui, avec 4 provinces, ce sera 8 provinces à l'automne. Et vous savez, sur le plan militaire, je ne voudrais pas entrer dans le détail militaire, je ne suis pas expert militaire, mais tout est vu dans l'espace. Il y a 2 armées de réserve, 4 armées de réserve qui sont prêtes, c'est-à-dire il y a une possibilité de l'escalade dans le conflit. Je pense que maintenant, c'est le moment... c'est le moment crucial. Crucial. Moment crucial pour Poutine aussi. Moment crucial pour Poutine parce que, vous savez, ce qui s'est passé. Poutine, au début, vous vous souvenez, il était décomposé. Il a tout compris, que ça ne marchait pas comme c'était prévu. Je parle du début de 22. Et après, il y avait le soutien. Le soutien est quand même tout à fait significatif. La CIA dit 80%. La CIA dit 80% le soutien. Et puis surtout, le complexe militaire industriel est bien là. Oreshnik se faisait bien là, c'est-à-dire les choses comme ça. Pour Poutine, je pense que le choix est très difficile parce qu'il comprend bien que c'est quand même une possibilité assez extraordinaire de renouer avec les Américains. Il continue ses contacts tous les jours, d'après mes informations. Franchement, la situation, soyons très clairs, et encore une fois, je demande les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou avec vous, je tiens à vous dire qu'ils regardent l'espace. Il faut juger maintenant, on est arrivé à la situation que si on ne regarde pas les faits vraiment tels qu'elles sont, si on prend toujours ce désir pour la réalité, on est foutu. Et alors, dans ce cas-là, vous comprenez, il y aura une seule chose, je tiens à dire d'une manière vraiment approfondie, parce que j'ai étudié, j'ai fait 6 livres sur Poutine, vous comprenez, je connais la bête mieux que vous. Je tiens à dire, mais ça, les gens qui vous suivent, ils le savent très bien. Dire que Poutine, il va attaquer la France, qu'il va attaquer même les Pays-Bas, ça ne correspond pas à la réalité. Poutine est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un fou, je le répète souvent. C'est quelqu'un qui ne va pas transgresser l'article 5 de l'OTAN. Il veut, tant qu'on peut, éviter la guerre mondiale. Même, je tiens à vous dire que les décisions maintenant sont prises souvent de telle manière que cette situation devient irrationnelle. Les gens prennent à la base les décisions sur les faits qui ne sont pas vraiment très pointus, et dans ce que les gens ne sont pas très pointus, et dans ce cas-là, vous comprenez, ça peut provoquer le dérapage, et dans ce cas-là, évidemment, les Ukrainiens, ils peuvent en baver. Moi, je suis partisan de compromis. Il y a une chose, je suis pas du tout. Je cherche l'issue du conflit. Je pense que l'issue, c'est un compromis autour. Je ne voudrais pas entrer dans les choses politiques qui fait partie du problème, Zelensky, tout ça, c'est les choses, pratiquement l'écume du jour. Parce que je suis persuadé que les dirigeants passent les intérêts nationaux au reste. Mais l'intérêt national ukrainien, ça, c'est de trouver maintenant le mot de suivi avec, à mon sens, avec les Russes. Et surtout, je pense que l'équilibre de ça, au début, les Russes ont accepté ça, maintenant moins. Mais je pense que la solution, ça peut être dans ce genre de choses. C'est-à-dire, on oublie l'OTAN, mais les Américains, ils disent qu'il faut oublier l'OTAN, il faut oublier Crimée. Mais ça, c'est une chose. Mais il faut donner les perspectives de l'entrée. Le compromis, c'est perspective de l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine. Et à la base de ça, peut-être chercher le compromis. Je vais vous citer, puisqu'on parle aussi de l'autre rupture, c'est la rupture entre l'Occident et la Russie, que vous trouvez aussi dramatique. Vous dites à propos de la rupture définitive, donc
est une chose grave parce que cela clôt une période de 300 ans de rapprochement avec l'Occident. Vous savez, je vais vous dire d'où vient le sens de mon livre sur Trump, Poutine et Ivan le Terrible est ça. Vous, j'imagine bien, en tout cas moi-même, vous savez, nous appartenons à ce courant de la Russie qui était occidentaliste, qui était ouvert avec l'Occident. Vous comprenez? On parlait, les Russes ont parlé. Et vous savez, la culture russe, c'est universel. Tout à l'heure, je faisais pour une radio une série de portraits des écrivains russes. Ce qui sautait aux yeux, c'est que c'est la littérature absolument universaliste, qui est liée, qui était ouverte envers l'influence. Lermontov était influencé par Victor Hugo, ne parlons pas de Pouchkine, sans parler de Dostoïevski ou encore Tchekhov. Tout ça, c'est les choses comme ça. Mais il ne faut pas se leurrer. Message d'Ivan le Terrible, il a dit « j'ai tout essayé ». Ivan le Terrible, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas seulement ce côté redoutable. Mais il y avait le début, quand il a créé la Douma, quand il y avait le premier Parlement, objectivement. C'est-à-dire, si on connaît l'histoire, ça, on voit ça, c'est très bien. Les choses sont quand même très importantes sur ce plan-là. Mais son message, c'est qu'il a dit qu'il n'y a rien à faire, que maintenant c'est l'Asie. Et en plus, sur le plan pratique, l'Asie appartient aux choses à l'avenir. Vous regardez qui était sur la place rouge. Pourquoi je dis dangerosité de la situation? Parce que dans les fantasmes américains, il y avait aussi les choses primitives, parce que je les connais très bien, les Américains. Ils ont dit on va donner les cadeaux aux Russes, ils vont se détacher de la Chine et on va s'arranger. Ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Le défilé de 9 mai le prouve, les Chinois ont été là, plus que jamais, ils travaillent avec les Chinois, etc. Et les Russes ne vont pas oublier que dans le moment le plus difficile, quand ce n'était pas évident, les Chinois ont ouvert le marché, pour eux, ils ont acheté le pétrole, le gaz, etc. etc., etc. Tout ça, c'est les choses. Mais c'est beaucoup plus grave pour l'Occident. C'est la fin de période de 600 ans de domination européenne, nombrilisme européen. Vous comprenez, le centrisme, eurocentrisme, c'est terminé. Parce que regardez comment ça s'est passé là-bas. Qui était là-bas? Les gens, c'est 80% de la population mondiale. Vous comprenez? Et c'est les gens qui ont la croissance, qui ont l'inventivité, etc. Et qui ne sont pas en but d'eux-mêmes. Je reproche parfois les Anglais qui vivent toujours dans la nostalgie de l'Empire britannique. Mais je vous signale que l'Empire britannique est terminé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Sur ce plan-là, mon ami Chirac, il a eu raison. Si l'Europe veut avoir l'avenir, c'est pour ça que je viens. Il faut avoir un dialogue. Et un dialogue, il ne faut pas penser que les Russes, on peut les rouler. On peut les rouler une fois, peut-être 2 fois, mais pas 3 fois. Vous comprenez? Il faut faire de la diplomatie, c'est les cartes sur table, ouvert. Voilà, c'est comme ça. Et trouver les équilibres des intérêts, éviter les excès, parce que le moment peut être dangereux. Il y a le danger, je vous ai dit que tout le monde est dos au mur sur le plan antérieur, mais Trump est dos au mur. Trump est dos au mur, parce que ça n'a pas donné. Le Proche-Orient, c'est rien. L'Ukraine, pour l'instant, c'est rien. Vous comprenez les choses. On continue. Il a dit le monde sans conflit. La guerre, Tutsi, le Hutsi, l'Inde et le Pakistan. Finalement, vous voulez détacher la Russie de la Chine. Les Chinois sont sur la place rouge. Les Coréens sont dans le truc. À Koursk, tout ça, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, lui, on m'a raconté, parce que je fais mes enquêtes aussi là-bas, et je tiens à vous dire, on m'a raconté, on lui a dit, si tu continues comme ça, c'est son chef d'administration, cette femme. Elle a dit, tu baisses dans les sondages, et ça peut être très dangereux. D'où vient sa rhétorique, il tape maintenant sur les Russes, sur Poutine, etc. Mais s'il continue comme ça,
Je vais vous citer une copine de mon époque. Il me disait, il y a une grande ballerine, Plesetskaya, elle disait qu'on ne peut pas faire de mémère en pépère. Et hélas, Trump, il trouve, il est contraire de cet adage, puisqu'il est en train de devenir deuxième Biden. Deuxième Biden, mais si c'est le deuxième Biden, il n'y aura pas de mi-mandat. C'est sur ça qu'il mise en réalité, Zelensky. Il a dit qu'il n'y aura de mi-mandat et tout sera comme avant. Ce ne sera pas comme avant, parce qu'entre-temps, il y a ces 4 ou 2, en tout cas 2 armées de réserve que les Russes inventent. Encore une fois, il faut regarder ça, qu'on cesse de nous raconter. Je dis souvent à la télévision, quand je passe, je dis, écoutez, faites attention, parce que quand vous racontez n'importe quoi, les gens regardent tout de suite sur l'Internet, etc. Et ça dure quand même 3 ans qu'il raconte, on peut évidemment, évidemment, mais ça ne passe pas. Je vous dis, ça ne passe pas, puisque c'est les choses comme ça. Il y a des traces, il y a des choses qui restent, etc. Et c'est pour ça que je dis... J'aurais pu vous dire, dans l'art de la propagande, il faut peut-être faire la propagande, mais ça faut faire 5% de la propagande, le reste, ça doit être la réalité. Maintenant, ça devient l'inverse. Il y a 5% de le reste est la propagande. Vous comprenez? J'aime bien la définition de la propagande par Jacques Bourg. Propagande, c'est pour propager les news, et il y a des informations, c'est 2 choses complètement différentes. Absolument, absolument. Mais soyons très clairs aussi, il faut comprendre ça de l'un côté de l'autre, c'est la guerre, tout le monde fait de la propagande, mais simplement la proportion avec laquelle... Vous savez, je vais vous dire, moi je faisais ça avec Gorbatchev, j'étais spécialiste de l'image de Gorbatchev. Je tiens à vous dire, évidemment, à l'époque, on nous disait qu'il y avait des contre-vérités, mais on n'y croyait pas. Ces gens-là, ils disent les contre-vérités, ils y croient. Ils mentent, il y croit. C'est ça le danger. Et surtout qu'à l'époque, on était quand même beaucoup plus loin du gouffre. Aujourd'hui, on est au bord du gouffre. Et si on continue à vivre vraiment dans le monde imaginaire, c'est très dangereux. Vous avez été, comme j'ai dit, diplomate, vous dites vous-même, avec les pays arabes, regardons, donc la Russie a trouvé le dialogue, il trouve toujours le dialogue avec les pays arabes, avec les pays BRICS, l'Amérique du Sud, et au reste l'Europe. Il n'y a pas de dialogue avec l'Europe. Bon, il y avait quelques pays présents comme la Serbie, il y a la Hongrie qui continue à coopérer avec la Russie. Qu'est-ce qui va se passer après? Supposons et espérons la fin de la guerre. Comment construire la sécurité européenne sans la Russie? Évidemment, c'est impossible, mais vous savez, détrompez-vous, j'ai connu les périodes très difficiles pendant la guerre froide, et ça peut se retourner très vite. Le problème, c'est que ça a laissé des traces dans la population. Il faudra gérer, parce que le conflit, ce sera maintenant, imaginons qu'on arrive à un compromis. Il faudra vendre ça à l'opinion. Il faut vendre ça à l'opinion russe, il faut vendre ça à l'opinion en Ukraine, ce qui est immensément difficile, et il faut vendre ça à l'opinion d'ici. Si on a dit, la base était erronée de l'analyse. Vous prenez quand il disait que Poutine c'est un Hitler, c'est des bêtises. Vous savez, on peut faire, je vous dis, relisez mes livres, je ne suis pas tendre avec Poutine, je vous assure, mais ça ne correspond à rien. Mais ils ont cru à ça. C'est les choses comme ça, les choses c'est-à-dire, mais on peut, je suis persuadé qu'il faut passer par étapes, il faut, un conseil d'amis, c'est de commencer par la diplomatie de ping-pong, c'est-à-dire il faut renouer avec la société civile, les sportifs, les choses culturelles, étape par étape, mais le vent est tourné, et le vent a tourné avec les élections de Trump, parce qu'il y avait 30 années de domination intellectuelle, 30 années de domination des gens bizarres, je les connais très bien, c'est les anciens trotskistes qui sont hantés par des choses, par le passé de leurs grands-parents, ils règlent les comptes continus avec la Russie, etc. Ils ont construit le diable absolu à abattre. Tout d'abord, vous savez, s'ils diabolisent le peuple russe, c'est du racisme. Je le disais ça à eux.
Mais ça a duré pendant 30 ans. À partir d'une idée que la Russie est faible, elle va s'écrouler, qu'on peut faire n'importe quoi, que les Russes sont nuls, etc. Ils ont fait ça. Ils ont reçu une claque extraordinaire avec l'élection de Trump, parce que c'était les gens qui n'ont pas prévu ça du tout, etc. Ils ont été avancés. Maintenant, ils commencent à faire une contre-offensive avec Trump, et Trump il est devant le choix très difficile. Parce que s'il devient deuxième Biden, c'est terminé pour lui. Il y aura mi-mandat et après il y aura impeachment. C'est très simple. C'est sur ça que vise d'ailleurs Zelensky, je vous dis encore une fois. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire, mais les gens de Trump ne sont pas enfants de cœur, ils sont au courant de ça, ils vont réfléchir sur ça. Mais c'est quand même la période difficile. Et quand il y a la période difficile, quand tout le monde est dans le mur, vous savez, il y a un aspect sur lequel je tiens à vous dire, il y a un mot que je voudrais introduire dans notre analyse, c'est le mot démobilisation, quand les gens sont démobilisés. Staline, il a su verrouiller ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas de... Mais c'est les gens, les Ukrainiens, les Russes, ils ont l'habitude de tuer. Quand Zelensky, il a menacé la place rouge, mais il y a une phrase que les gens n'ont pas retenue. Faites attention, il disait aux Européens. Lisez le journal économique, faites attention. Nous avons pris l'habitude de tuer. Si vous ne nous aidez pas, on peut venir ici aussi. Vous comprenez? Tout ça, ça nous donne un monde effrayant pour demain. D'où vient l'exigence qui est très profonde en moi. Je pense que c'est pendant ces 3 ans, le métier diplomatique, parce que l'élémentarisme est presque tué, mais la diplomatie tout court était tuée. D'où vient mon souhait que les contacts continuent, qu'on essaye de trouver les choses. Et peut-être il faut rajouter, parce qu'il transpose dans la diplomatie la propagande. À mon époque, on faisait la distinction entre la propagande et la politique réelle. Vous savez, essayons, parce que la période est tellement dangereuse. Essayons de faire ça, les choses comme ça, mais ça peut retourner. Est-ce que je peux vous donner une lueur d'espoir? Oui, en effet. Pour le mot de conclusion pour nos auditeurs. Une lueur d'espoir, il y avait un écrivain français, un aristocrate, Vicomte de Vaugué. Vicomte de Vaugué, c'était le milieu du XIXe siècle. Il aimait la chasse à l'ours. Vous savez, les aristocrates, ils chassent à l'ours entre eux. Ils venaient en Russie. Ils chassaient l'ours en compagnie de ses amis aristocrates. Qui étaient ces aristocrates? C'était Tolstoï, Dostoïevski. Ils sont parlés près de la cheminée. Il revient, encore une histoire d'amour, comme j'aime l'histoire d'amour, tout ça. Il écrit le roman russe. Un grand best-seller. Et vous savez, juste avec ça, 3-4 années après, le retournement complet, les habits à la Tolstoï sont devenus à la mode. Il y avait un revirement diplomatique sur ça. C'est-à-dire, je compte sur le fait que l'écume du jour, ça passe. Et l'intérêt national, les dirigeants passent, évidemment, mais les intérêts nationaux restent, et l'intérêt bien compris entre la Russie et la France, si vous me permettez, c'est le dialogue. Merci beaucoup Vladimir pour ce dialogue. Avec plaisir.